à présent parler de nouvelles technologies à la limite de la science-fiction avec Nicolas Vellas, le cofondateur et CEO de MC2 Technologies. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous avez inventé rien de moins qu'une technologie capable de voir sous nos vêtements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, donc MC2 Technologies a développé une solution qui permet d'aller voir à travers les vêtements pour la détection d'objets cachés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et donc on a une solution vraiment un peu unique au monde, dans le sens où on est capable de le faire en temps réel. Donc vous connaissez les body scanners que vous avez peut-être dû voir déjà dans les différents aéroports internationaux. Donc ces solutions aujourd'hui, vous devez rester statique pendant un laps de temps donné pour être scanné. Nous, le gros avantage, c'est qu'on peut scanner les personnes qui se déplacent. Donc ça, c'est vraiment la grosse innovation. Aujourd'hui, cette technologie-là permet bien sûr de détecter tout ce qui est métallique ou non métallique. C'est ça qui en fait aussi une valeur ajoutée supplémentaire. Donc on peut se balader dans un aéroport et il y a un scanner qui est mis à un endroit, je prends un aéroport comme un lieu comme un autre, et en fait on peut voir sous les vêtements et détecter si on a sous nos vêtements, alors ça peut être une arme ou ça peut être, ne serait-ce que ce stylo, on le verrait si je le mettais dans ma poche. Tout à fait, donc ça peut être de l'explosif, du liquide, de la drogue, des cigarettes, tout ce qui est différent de votre corps va être détecté. Donc la particularité, c'est que notre système il est passif. Donc en gros on n'émet pas d'ondes et donc il n'y a aucune dangerosité pour les personnes. C'est un peu comme une caméra infrarouge, mais on mesure des ondes terahertz. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails techniques, mais donc ça permet en fait ces ondes terahertz de traverser les matériaux et notamment les vêtements. Et si vous avez un objet sur vous, l'objet va modifier le rayonnement de votre corps et on va être capable de déceler, de détecter les objets. Mais alors je le disais en introduction, on est presque dans la science-fiction d'il y a quelques années. Moi je me souviens des lunettes que James Bond portait à une époque où effectivement il pouvait le voir et ça nous paraissait complètement invraisemblable, et aujourd'hui c'est une réalité du coup. Alors c'est une réalité en termes de performance, effectivement. On n'est pas encore dans des lunettes. Pour l'instant c'est une grosse machine. Voilà, c'est quand même une grosse machine. Mais par contre effectivement on voit bien à travers les vêtements. On est capable de mettre à nu les personnes entre guillemets. Donc après derrière effectivement on a développé des algorithmes de détection d'objets automatiques pour éviter justement les problèmes éthiques, et donc on n'affiche pas les images qu'on peut voir, je pense en ce moment à l'écran. On n'affiche pas ce type d'image là qui pourrait porter préjudice sur les aspects éthiques. Ouais. Et alors vous développez une technologie unique au monde, vous venez de le dire, sur le fait de voir à travers les vêtements et du coup qui s'applique dans le secteur de la sécurité. Comment vous en êtes arrivé là? C'était d'emblée, vous vous êtes dit il faut innover dans le secteur de la sécurité, ou vous êtes tombé sur cette technologie un peu par hasard? Alors c'est, on va dire un peu par hasard. Donc dans les années, au début de la création de la société, notre objectif était de développer des technologies pour aller détecter les tumeurs du cancer du sein. Donc on a développé une première technologie qui était performante. Le problème, c'est que la validation de ce type de technologie prenait une dizaine d'années. Petite start-up de l'université de Lille 1, pas les moyens financiers pour supporter ces 10 ans d'essais cliniques. Donc on s'est dit on va arrêter. Par contre on va peut-être utiliser cette technologie-là pour d'autres applications, et notamment pour la sécurité. Donc à l'époque, en gros, il y avait c'était après le 11 septembre 2001, donc il y avait beaucoup de peur d'attentats, et ce qui est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et donc la détection d'objets cachés portés par les personnes, ou aller voir le contenu des colis laissés à l'abandon dans les gares. Donc il y a une petite anecdote avec mon collègue, on est resté bloqué pendant 3 heures à la gare de Lyon-Pardieu parce qu'une personne avait laissé un colis suspect sur le quai de la gare. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit il faut absolument qu'on utilise la technologie qu'on a développée pour le médical pour aller voir le contenu de ces colis. Et donc l'idée est venue comme ça. Et là c'est le déclic. Et donc on a proposé le sujet à la Direction générale de l'armement, qui nous a supporté, également la Commission européenne, à travers des programmes de recherche qu'on appelle H2020, également BPI, donc ça a été plus de 10 ans de recherche. On continue d'ailleurs toujours à développer, à innover sur ce sujet-là. Et on est arrivé au produit qui est aujourd'hui commercialisé et voilà, qui est disponible. Donc aujourd'hui il est commercialisé, on peut en acheter un demain. Qui sont vos clients? C'est quoi? Moi j'ai cité les aéroports tout à l'heure parce que c'est là où je vois le plus de portiques de sécurité, mais c'est quoi vos clients? Alors justement, c'est pas uniquement les aéroports, justement, c'est vraiment tout ce qui est, ça peut être des événements comme sécuriser des fan zones, sécuriser les entrées de stade, les stations de métro, les gares ferroviaires. Aujourd'hui, notre premier marché, c'est la Chine, il faut le savoir. On fabrique tout en France.
et on exporte une grosse partie de notre solution en Chine. Notre produit a été certifié en Chine. Vous pouvez les voir, vous allez les retrouver dans les différentes gares de Shanghai, de Pékin, dans les métros aussi. Voilà. Mais alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on passe sous un portique comme ce qui existe aujourd'hui, simplement en fait la détection est différente, ou alors en fait c'est presque invisible et c'est juste que ça permet de scanner les gens qui marchent dans une rame de métro par exemple? Il y a plusieurs possibilités. On peut cacher l'appareil, donc vous êtes scanné mais vous ne le savez pas. Bien sûr, on ne va pas enregistrer les images, donc il y a tout un protocole pour le copyright, pour les aspects éthiques, etc. Et après, il y a les autres solutions où là où vous savez que vous êtes scanné, on vous demande d'être collaboratif justement dans ce type d'application. Voilà, il y a différentes possibilités en fonction du besoin. Voilà. Et c'est vrai que vous soulevez le point éthique, c'est vrai que c'est une question qui doit revenir assez souvent quand on veut s'équiper de ce genre de produit. Alors ça doit dépendre en fonction des pays, mais de dire effectivement, ok, vous allez scanner sous les vêtements d'un certain nombre d'individus, vous allez y trouver un certain nombre de choses, qui a le droit de le voir, dans quel cadre, quand est-ce que vous gardez les données ou non. Enfin, au-delà de l'implant technologique, il doit y avoir ces questions-là soulevées régulièrement. Alors, voilà, votre question est pertinente en fait, dans le sens où en gros, aujourd'hui, en France et en Europe, c'est pour ça qu'on n'a pas encore déployé notre technologie à grande échelle, justement parce qu'il y a les aspects législatifs qui doivent être mis en place. Ça, c'est un des points, c'est pas le seul, mais ça en fait partie. Et bien sûr, en Chine, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, la Chine, les premiers budgets de la Chine, c'est la sécurité intérieure. Il faut le savoir. Depuis peu, avant c'était la défense, maintenant c'est la sécurité intérieure. Et donc, ils sont en train de s'équiper dans tous ces moyens de technologie, pour sécuriser différents sites publics, privés, etc. avec moins de contraintes législatives. Voilà. Et donc du coup dans vos discussions en fait, par exemple sur un pays comme la France, si je comprends bien, en fait la technologie est en avance par rapport à la législation, donc c'est des discussions qui prennent un petit peu de temps avant qu'on les voit apparaître sur une fan zone française ou dans une gare française. Tout à fait. Donc nous, notre objectif, c'est de se positionner pour les JO 2024. D'ici là, on espère que les choses on a encore un petit peu de temps. Voilà, donc on est déjà en contact. Il faut savoir qu'on a déjà fait une démo au CIO de notre technologie. On avait été sélectionné par le comité de candidature au JO Paris 2024, et donc on a été la société retenue, justement la société française retenue, pour faire une démonstration au CIO. Et donc on a fait cette démonstration, c'était en juin 2017 au Bourget, qui s'est très très bien passée. Et donc maintenant on est dans la shortlist des sociétés capables de fournir des solutions pour les points d'accès aux différents sites pour les JO 2024. Donc ce sera peut-être vous qu'on verra effectivement à l'entrée des différentes zones touristiques lors des JO 2024. Est-ce que ça veut dire, c'est parce qu'on a vu effectivement les images à l'écran, qu'on fera moins la queue finalement? En théorie, le principal objectif, c'est ça, c'est justement d'éviter la queue, parce que la création d'une queue, c'est un point de danger où un terroriste pourrait venir se faire exploser. Donc l'idée, c'est justement cette solution-là, d'éviter la formation de queue et d'avoir une fluidité, de pouvoir scanner un grand nombre de personnes sur des temps très très courts. Et donc c'est là, au-delà de l'innovation technologique, l'innovation par rapport à un portail de sécurité classique qui, pour protéger finalement, crée en fait un attroupement. Là, l'idée, ce serait de ne pas créer cet attroupement qui deviendrait une opportunité supplémentaire pour quelqu'un qui voudrait qui aurait des intentions non louables. Exactement. Donc en gros, un portique standard aujourd'hui va détecter que des métaux. Ça, c'est déjà aussi un point faible. Vous avez on a des boutons qui sont en métal, etc. Ça va sonner et on va fouiller tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous avez tous ces portiques, vous entendez toujours la sonnerie du portique. Nous, l'intérêt de notre technologie, c'est qu'on peut sélectionner la taille des objets qu'on veut détecter. On va détecter aussi bien des métaux que des non-métaux, et ça, c'est très important. Et alors, vous l'avez dit, vous produisez tout en France. Aujourd'hui, vous vendez principalement à l'étranger. C'est peu commun. C'est plutôt une fierté quand une entreprise réussit à le faire. Est-ce que c'est compliqué de produire l'intégralité de son produit en France aujourd'hui? Alors oui, effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple, pas pour des raisons. C'est pour des raisons qu'on n'est pas les seuls à avoir. Le premier, c'est le recrutement. Il faut savoir qu'on a une croissance de plus de 100%. C'est-à-dire qu'on double notre chiffre d'affaires chaque année. Avec ça, bien sûr, il faut que l'effectif suive, la trésorerie aussi. Et le recrutement est l'un des principaux problèmes, dans le sens où aujourd'hui on est obligé d'aller chercher du personnel à l'étranger. Et donc pour certains sujets, puisqu'on ne travaille pas que sur ces portiques, on travaille sur d'autres technologies qui sont plus des aspects défense. Et aujourd'hui on est confronté à ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros on a besoin d'avoir du personnel français. Et le problème c'est qu'on ne trouve pas.
Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, sur le dernier point de recrutement sur différents ingénieurs en traitement du signal, on a eu 70 CV, sur 70 CV, 2 CV français, 68 CV étrangers. Donc il y a cette volonté de produire en France, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément les compétences, ou en tout cas les gens disponibles pour produire en France. Exactement. C'est le principal frein à la croissance aujourd'hui. Ouais. Et alors vous êtes combien aujourd'hui, si on parle au-delà du produit, de ce produit-là dont on vient de parler, de cette aventure entrepreneuriale, vous êtes combien aujourd'hui? Alors en 2015 on était 12, aujourd'hui on approche les 50, on devrait être à peu près une soixantaine en fin 2019. 2022, je pense qu'on sera à peu près 120, 150 dans cette fourchette-là. Toujours à Lille du coup? Toujours à Lille. Il n'y a pas de volonté pour l'instant d'externaliser. Et surtout d'atteindre un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à peu près à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et on prévoit d'atteindre à peu près 100 millions d'ici 2022-2023. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, même si vous nous avez déjà un petit peu fait votre liste au Père Noël? D'obtenir les JO, déjà, ça c'est... De vous voir partout en France pour les JO. Voilà, ça c'est vraiment le point clé. Obtenir des marchés, on est en train de regarder au Moyen-Orient aujourd'hui, qui est un très très gros marché pour nous. On y va la semaine prochaine, donc on espère aussi qu'on pourra obtenir des gros marchés là-bas. Eh ben Nicolas Vellas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On espère vous croiser du coup au JO 2024. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de MC2 Technologies.